Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va voir comment faire une évasion sur les antivirus et les machines virtuelles à partir du chiffrement de la charge utile avec le chiffrement via Skipjack. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs. Cet article c'est le résultat des propres recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur une tentative d'évasion des moteurs antivirus via le chiffrement de la charge utile avec un autre algorithme qui s'appelle Skipjack. Donc, comme d'habitude, en explorant divers algorithmes de chiffrement, j'ai décidé de vérifier ce qui se passait si nous appliquons pour cela un chiffrement, un déchiffrement de la charge utile. Alors, qu'est-ce que c'est Skipjack? Skipjack, c'est un algorithme de chiffrement par bloc de clés symétrique. Donc, ça veut dire qu'il utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer les données, conçu principalement pour un usage gouvernemental, en mettant l'accès sur la sécurité renforcée tout en étant efficace sur le plan informatique. Il a été développé par la National Security Agency, donc en fait la NSA, au début des années 1990. Et il était initialement destiné à être utilisé dans diverses applications de communication sécurisées. Alors là, on va voir un exemple pratique. Donc Skipjack, en fait, il opère sur des blocs de 64 bits de données. Donc en fait, c'est un chiffrement bloc à bloc. Utilise une clé de 80 bits. Donc il est divisé en 8 bits de 10 mots. Donc il doit avoir les subclés, donc chez de key. L'algorithme utilise une série de permutations de substitution d'étapes de mélange de clés pour réaliser son chiffrement et son déchiffrement. Skipjack fonctionne dans une structure de réseau Festel, comme l'AES, où le bloc de données est divisé en deux moitiés et traité en plusieurs tours. Donc en fait, il y a des rounds. La structure de base de l'algorithmique implique une phase de configuration de la clé pour générer des sous-clés. Donc ça, c'est le schedulet clé. On commence à voir comment ça fonctionne. Il fait des rondes à partir de clés fournies par l'utilisateur. Une série de 32 tours, donc des rounds au cours duquel le bloc de données subit diverses transformations à l'aide de sous-clés de tours. Donc en fait là, c'est comme on a dit, c'est le mélange pour éviter que on puisse casser l'algorithme trop facilement. Donc on mélange les données le plus fort possible. Alors entre contrepartie, c'est plus difficile à casser, mais l'entreprise au moins. Donc c'est-à-dire que ça sera plus facile pour les moteurs de menaces persistance, en fait ils détectent aussi, de nous détecter. La sortie finale est le résultat du dernier tour, donc du dernier round, qui sert de données chiffrées et déchiffrées. Alors dans Skipjack, l'opération principale est une permutation indépendante de clés appelée G. Cette permutation opère sur 16 bits, donc en fait sur 2 octets, et est utilisée dans le processus de déchiffrement et de chiffrement. La permutation G est un réseau FSL qui signifie qu'elle utilise une combinaison de substitution, de permutation, des mélanges de clés et produit sa sortie, etc. Donc là, on a les tableaux là où il fait ses mélanges, etc. Donc il y a les permutations, de plusieurs rounds, d'algorithmes FSL. Donc en fait, on voit ici que c'est des ou exclusifs avec des masques et des décalages. Donc il y a des décalages sur, par exemple, de gauche à droite sur 8 bits. Pareil, là on a des espèces de listes où il y a des positions prédéterminées. Ça ressemble à un genre de matrice. Et donc on va permettre d'avoir un meilleur mélange des données. On a les inversions de permutation, donc comme il dit, donc c'est à peu près la même chose avec les ou exclusifs. Les permutations avec les décalages, avec les masques sur les octets, etc. Et on a même les tableaux. Alors ensuite, il faut définir une fonction nommée makeKey pour créer la clé, donc les sous-clés qui est utilisée pour pré-traiter une clé utilisateur et créer des tables de valeurs. Donc c'est ici, il va créer des clés, ça passe dans une boucle, ça prend les clés, ça passe dans deux boucles là, sur les 256 valeurs, et en fait il y a une espèce de chiffrement des tables avec un XOR dedans. Par la suite, nous mettons en œuvre un processus de chiffrement, un seul bloc de données. Donc ici on voit qu'il y a un chiffrement. Le chiffrement, on voit que c'est beaucoup des décalages de bits, il y a du ou exclusif, beaucoup de ou exclusif là, encore, il y a du décalage, beaucoup de ou exclusif et de décalage. On a le code source complet ici, alors on va voir à quoi il ressemble. On a le code source ici, donc là on voit qu'on appelle les librairies. Donc là on a une table de chiffrement,
qui permet de déchiffrer de façon plus aléatoire notre charge utile. Alors là, il y a les tables de rotation, etc. Donc on a les tables qui permettent les définitions qui permettent d'inverser les permutations, donc G comme on avait vu. Là on a les clés qui sont création de clés qui sont préfaites. Donc il utilise la table là de chiffrement et il crée il crée un VOR dessus pour chiffrer ceci. On a la fonction qui chiffre nos données, donc il chiffre par bloc de données. Donc on voit là, il y a plusieurs blocs et il fait des décalages, il fait des bouts exclusifs comme on a vu. On a l'opération inverse qui déchiffre ici. C'est exactement la même méthode que le chiffrement. Donc là ça chiffre les blocs. Et là on a le chiffrement des données, déchiffrement des données. Donc il y a bloc par bloc et je pense qu'il envoie plusieurs blocs dedans et c'est déchiffré comme ça. On a notre charge utile qui est là. On a un tableau de préchiffrement. On a du padding, vu qu'il y a du bit de bourrage, vu que c'est bloc par bloc. Si ça tombe pas pile poil, il faut rajouter du padding. Donc là, il y a tout ce qui est la gestion du padding. Là, on chiffre les données, on déchiffre les données. On va afficher la charge utile de départ. Sans aucune modification, on l'affiche. On chiffre la charge utile. On affiche la charge utile qui est chiffrée. On déchiffre la charge utile et on affiche la charge utile qui est déchiffrée. Une fois que la charge utile est déchiffrée, on va allouer de la mémoire grâce à Virtual Alloc. Donc cette mémoire sera allouée en même comique et les pages seront en exécutable, en lecture, en écriture. Une fois que cette page est allouée avec RTL Move Memory, il faut copier la charge utile dedans. Et une fois qu'elle est copiée dans la zone mémoire, il n'y a plus qu'à l'exécuter avec Enum Desktop A. Tu vas l'exécuter et le programme retourne 0, comme quoi toute l'exécution du programme s'est terminée sans erreur. Nous allons compiler ceci pour voir ce que ça donne. Donc on ouvre un terminal, on colle, là on regarde avec W32, on cross-compile, on regarde si hack.exe est là. Donc là hack.exe est bien ici. Et on va l'exécuter sur la machine victime. Donc nous on n'utilise pas Windows 7, mais on utilise Windows 10. Alors lui il a fait la même chose mais sur les deux machines. Et après il regarde sur virus total et il utilise l'entropie de Shannon pour voir son entropie. Donc faisons ceci. Alors sur Windows, on ouvre un terminal en PowerShell. On va exécuter hack.exe. Là alors on voit la charge utile originale. Donc c'est bon avec le padding. On voit que la charge utile a été chiffrée. On voit que le déchiffrement est la même que l'original, c'est bon. Et on voit que il a réussi à être exécuté en mémoire. Donc il n'y a pas de problème, la charge utile fonctionne parfaitement. On pourra vérifier avec Virus Total. Donc on ouvre un navigateur. On va sur Virus Total. On choisit le fichier. Donc hack.exe. On confirme le téléversement et on regarde l'analyse. Et on voit qu'on a un fort taux de détection. En fait, il connaît déjà l'algorithme de chiffrement. Et puis de deux, on a notre charge utile qui est en clair dans le fichier exécutable. Donc ça, il l'a bien vu. Alors là, avec entropie PE, là, on pourra avoir l'entropie du portable exécutable. Donc cette section-là. Donc on va l'exécuter. Et on le fait sur hack.exe. Et on voit que là, il y a une entropie assez haute dans le texte où il y a le code machine qui permet d'exécuter les instructions du programme. Donc comme vous pouvez contacter, lui en fait il a un peu moins de moteur qui le détecte. On a une entropie assez haute, donc bien entendu ce résultat est justifié par le fait que la méthode de lancement du shellcode n'est pas nouvelle et que vous pouvez simplement le mettre à jour. Notre proof of concept pour implémenter la logique de décryptage, oui. On peut mettre soit une logique de décryptage, soit faire du surchiffrement, soit faire de l'obfuscation des API système ou Windows. Il y a plein de méthodes pour le rendre plus furtif. Alors, l'algorithme Skipjack est connu pour sa simplicité, son efficacité en termes d'implémentation matérielle et logicielle. Il a été conçu en mettant l'accent sur la sécurité et étant destiné à être utilisé dans diverses applications, notamment les communications gouvernementales. Mais il y a eu un revers de la médaille, c'est qu'en fait, il faut se méfier de tout ce qui est fait par la NSA, parce que le gouvernement américain veut avoir un contrôle total sur certaines données, donc il y a la plupart du temps des algorithmes qui sont amoindris, où il y a des backdoors, où il y a pas mal de choses comme ça.
Donc, Skype, Jack a acquis une certaine notoriété grâce à l'association à l'initiative de puce Clippers, une technologie cryptographique controversée proposée par le gouvernement américain. La puce Clipper a été conçue pour fournir un chiffrement fort tout en garantissant que les forces de l'ordre puissent toujours accéder aux communications chiffrées lorsqu'elles sont autorisées par une ordonnance du tribunal. Oui, là c'est ce qu'on vient de dire. Il y a quand même des portes dérobées ou des façons de déchiffrer. Donc en fait, s'il y a une façon, si un organisme est capable de déchiffrer facilement, ça veut dire que votre chiffrement est un peu pourri, hein, il est mal sécurisé. Il est pas efficient, on va dire ça. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette technique de chiffrement intéressante, ajoutera une arme à arsenal à l'équipe rouge. Puis c'est toujours intéressant au niveau pour les responsables RSSI, pour les étudiants, pour les personnes en cybersécurité, pour ceux qui aiment bien faire de la cryptanalyse. Et puis même au niveau historique, hein. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.